Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur l'Or d'Afrique. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler sport. Je voulais parler de deux sportifs qui ont marqué chacun à leur façon leur histoire et qui malheureusement ont été un petit peu oubliés et dont très peu de gens connaissent l'histoire. C'est l'histoire de Max Brito qui est rugbyman ivoirien et Jean-Pierre Adams qui est footballeur sénégalais mais qui a joué notamment dans l'équipe de France. Et pourquoi j'ai voulu parler de ces deux personnages ensemble? Tout simplement parce qu'ils étaient, donc comme j'ai dit, ils ont marqué l'histoire et ils étaient promis à une longue carrière. Mais malheureusement, la vie, le hasard, le destin, appelez-le comme vous voulez, en a décidé autrement. Bougez pas, c'est parti. Jean-Pierre Adams est né le 10 mars 1948 à Dakar au Sénégal et lui, il a été élevé par sa grand-mère qui était très catholique. Et donc sa grand-mère, elle commençait à faire un peu des rêves un peu mystiques, lui disant qu'il faut que Jean-Pierre aille en France et tout, etc. Donc, profitant d'un pèlerinage, elle l'a ramené avec lui, il avait 10 ans, et elle l'a déposé à Montargis, qui est dans le Loiret, devant une école catholique. Et donc, il va être scolarisé dans cette école catholique avant d'être adopté par un couple de retraités. Après ses études, il travaille chez un fabricant de caoutchouc et il joue dans plusieurs petits clubs du Loiret avant d'intégrer en 1967 l'Entente de Fontainebleau où il jouera pendant 3 ans. En club, il joue successivement à Nîmes, à Nice et au PSG avant de finir sa carrière pro en deuxième division à Mulhouse. Il a été 2 fois vice-champion de France en 1972 avec Nîmes et en 1976 avec Nice, Et il a été quand même sélectionné 22 fois pour jouer dans l'équipe de France entre 72 et 76. Et son premier match avec l'équipe de France, c'était le 15 juin 1972. Et il formait avec Marius Trésor un axe de défense quasiment infranchissable. Tellement leur défense, elle était solide, on les appelait la garde noire de l'équipe de France. Avant de continuer l'histoire et de vous raconter ce qui s'est passé, il faudrait quand même que je fasse une pause pour vous expliquer tout ce qui concerne sa vie privée, parce que là j'ai parlé de tout ce qui était professionnel, mais j'ai pas pu parler de sa vie privée. Donc nous sommes en 1968, lors d'un bal à Montargis, le jeune Jean-Pierre qui a 20 ans repère une belle blonde aux yeux bleus du nom de Bernadette Adams, qui elle a 24 ans. Là, ils tombent amoureux et ils se mettent en couple et bien sûr, ils veulent se marier. Mais malheureusement, les parents de Bernadette vont pas être d'accord du tout. Oui, un noir, en plus un africain, non, hors de question que tu te maries avec lui, etc. Mais elle va pas lâcher l'affaire, elle va dire c'est lui ou personne d'autre. Et peu près 1 an plus tard, même moins d'1 an plus tard, donc en avril 1969, ils se marient. Et en décembre de la même année, ils ont un petit garçon qu'ils vont appeler Laurent. Et ils auront plus tard un autre garçon qu'ils vont appeler Frédéric. Et entre eux, c'est l'amour fou. Ils forment un couple très glamour, très en vogue dans Paris, toujours bien habillé, bien assorti. Lui, c'était un père aimant, un père attentionné, etc. Donc voilà, la vie suivait son cours et tout allait bien. Un jour, pendant l'entraînement, grand classique, l'entraînement est un peu trop intense, Jean-Pierre va forcer et puis il va se faire mal à la cuisse et au genou, enfin voilà, la douleur est vraiment insupportable, il décide d'aller à l'hôpital, là on lui fait une radio, le diagnostic c'est qu'il a une rupture des tendons du genou, et puis c'est une opération légère et bénigne, donc il doit se faire opérer sans grosse inquiétude, voilà, c'est un truc bénin. Je mets des guillemets, parce que bien sûr, il n'y a pas d'opération bénigne, la preuve. Et voilà, l'opération est fixée le 17 mars 1982 à l'hôpital Édouard Herriot à Lyon. Et donc, ce 17 mars 1982, Jean-Pierre sera à l'hôpital, il attend son tour, on le prend en charge, etc. Et juste avant l'opération, il appelle sa femme, il lui dit « Chérie, tout va bien, je suis en pleine forme, l'opération sera à 11h, on est en train de me préparer. En tout cas, pense à moi quand même et n'oublie pas de venir me chercher dans 8 jours avec les béquilles. » Et ce seront malheureusement ses derniers mots.
Parce que après l'opération, sa femme, donc comme je vous ai dit, c'est une opération qui est censée être rapide. Moi, je sais que mon beau-frère s'est fait opérer il n'y a pas très longtemps du genou. C'était 2-3 heures, c'était bouclé. Donc bon, après c'est notre époque, mais vraiment c'était une opération qui était censée être rapide. Donc elle appelle pour ça, pour prendre des nouvelles. On lui dit, l'hôpital lui dit oui, non, il n'est pas encore sorti. Après non, on va vous rappeler. Oui, vous-même rappelez, etc. À chaque fois, on l'a fait tourner. Donc elle commence un petit peu à s'inquiéter. Jusqu'au lendemain, l'hôpital l'appelle et lui dit, écoutez, Madame Adams, venez tout de suite à l'hôpital parce qu'il y a eu un problème. Jean-Pierre ne s'est pas réveillé. Il est tombé dans ce qu'on va appeler un coma végétatif. Je vais vous expliquer très rapidement pour que ce soit clair, pour que vous puissiez un peu visualiser le truc, ce que c'est qu'un coma végétatif. Le coma, c'est une perte prolongée de la conscience et dans laquelle la personne n'a plus aucune réponse aux stimuli extérieurs. C'est-à-dire que tout ce qui se passe à l'extérieur de la personne, eh bien, il n'a aucune réaction. Il fait froid, il fait chaud, il a mal, pas mal, aucune réaction. Ce qui fait la différence avec le coma végétatif ou état d'éveil non répondant, comme on l'appelle aussi, eh bien, c'est que là, les réflexes sont intacts. Donc, tout ce qui est automatisme, c'est-à-dire il va réagir à la douleur, il va sursauter quand il y aura un bruit, tout ça, c'est des automatismes et ils sont restés intacts. Il respire normalement, sans appareil ni rien. Mais tout ce qui est activité consciente, eh bien, non, il n'y a plus aucune activité consciente, c'est-à-dire il n'a pas de perception de lui-même, de l'environnement, etc. Il ne peut pas communiquer. Et il y a quand même une certaine alternance entre veille et sommeil, donc il a les yeux ouverts, il dort, etc. Mais voilà, à part ça, rien. Donc s'il n'y a que les automatismes qui sont restés, donc tout ce qui est respiration, douleur, réaction, etc. Mais tout ce qui est conscient, là, il n'y a plus rien. Et donc, c'est ce qui fait la différence entre le coma classique, le coma profond, on va dire, et le coma végétatif ou état d'éveil non répondant. Mais qu'est-ce qui s'est passé pendant cette opération pour que Jean-Pierre Adams en ressorte dans un coma végétatif? Eh bien, cette opération a été vraiment une succession de négligences. Tout d'abord, ce jour-là, eh bien, l'hôpital était en grève. Donc, il y avait un personnel qui était réduit, il y avait un seul anesthésiste et il y avait 8 personnes à endormir. Donc, parmi ces 8 personnes, déjà, il y avait un enfant donc qui avait besoin d'une attention plus particulière. Et il y avait aussi 3 personnes à endormir quasiment en même temps. Et eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont confié donc la charge de préparer le cocktail anesthésique pour l'anesthésie générale de Jean-Pierre à un stagiaire qui était doublant et qu'on avait dit en plus qui était médiocre. Donc, je ne dis pas que les stagiaires doublants sont nuls. Et je dis pas non plus qu'il faut pas confier des choses aux stagiaires, mais quand même, il aurait fallu que ce soit beaucoup plus suivi en sachant les risques qu'il y avait à endormir une personne, parce que comme je vous l'expliquais après, quand je vous expliquais le principe d'une anesthésie générale, c'est quand même une très lourde responsabilité. Donc, le confier à un stagiaire, je trouve ça quand même assez léger. Et donc, lui, on va lui confier la préparation de la perfusion d'alphatésine, qui est un anesthésique, et on va le charger de faire l'intubation de Jean-Pierre. Et donc là, je vais vous expliquer donc pourquoi ça a été une erreur, en vous expliquant en quoi ça consiste une anesthésie générale. Très rapidement aussi, pour que vous puissiez comprendre pourquoi c'est arrivé en fait. On fait une anesthésie générale pour suspendre temporairement la conscience, la sensibilité à la douleur et la tension musculaire en fait. Donc c'est pour faire un relâchement musculaire pour que quand le chirurgien incise, fasse des opérations très poussées, eh bien que le muscle soit pas tendu quoi. Et donc pour ça, on va poser une perfusion dans laquelle on va mettre 3 produits. Le premier produit, ça va être des sédatifs, hypnotiques ou narcotiques, peu importe. En tout cas, ils favorisent l'endormissement, donc la perte de conscience, puisqu'ils agissent sur des zones du cerveau qui concernent l'endormissement. Ensuite, le deuxième produit qu'on va mettre, ce sont les analgésiques morphiniques pour abolir la sensation de douleur. Et le troisième produit qu'on va injecter ou pas, ça dépend de l'opération, eh bien, ce qu'on appelle les curares qui vont favoriser la relaxation musculaire pour éviter les mouvements brusques et que le chirurgien, comme je l'ai dit, soit plus précis dans ses mouvements. Et donc, quand on fait ça, on garde la perfusion pour pouvoir adapter les doses, pour mettre un peu plus d'antidouleur, un peu plus de curare, un peu plus, voilà, on adapte. Donc, quand on fait ça, vu qu'on a endormi une partie du cerveau, et ben cette partie du cerveau-là contrôle aussi la respiration. Donc, du coup, on va mettre en place une respiration artificielle et c'est à ce moment-là qu'on va faire ce qu'on appelle une intubation. C'est-à-dire qu'on va introduire un tube dans la trachée et qu'on va connecter un appareil qui va respirer à la place, à la place du patient en fait. Donc, voilà, j'espère que j'ai été quand même assez clair. En gros, c'est ça une anesthésie générale. Et
du coup, c'est le rôle de l'anesthésiste justement de contrôler les bonnes doses de médicaments, de contrôler surtout les fonctions vitales du patient, donc tout ce qui est pression artérielle, température, fréquence respi, etc. pour surveiller et surtout surveiller que le patient soit inconscient, quoi, parce qu'il ne faudrait pas qu'en plein milieu, il se réveille. Donc, l'anesthésiste est censé rester dans la salle. Et maintenant que je vous ai expliqué le principe de l'anesthésie générale, vous pouvez aisément comprendre, je pense, qu'il y a eu une grosse erreur parce que ce qui va se passer, c'est que l'étudiant à qui on a confié l'intubation de Jean-Pierre Adams, eh bien, il va intuber une seule bronche. Ce qui va se passer aussi, c'est qu'il n'y a pas de table d'opération ventrale dans cet hôpital. Et ils vont mettre des coussins à la place. Et le stagiaire va mal mettre le coussin et il va faire une pression au niveau du poumon, du seul poumon qui a été ventilé, qui va provoquer ce qu'on appelle un bronchospasme. Et son cerveau a été privé d'oxygène durant de longues minutes avant qu'on se rende compte. Et c'est ça qui a vraiment provoqué cet accident-là. Parce qu'une fois que le cerveau est privé d'oxygène, eh bien, il ne fonctionne plus. Et ce qui est fou dans cette histoire, c'est que ça va quand même prendre 12 ans de bataille juridique avant que Bernadette Adams obtienne gain de cause. Un truc qui, franchement, pour moi, c'était évident que l'hôpital allait reconnaître. Eh bien non, pas du tout. Comme elle le dit, ça devait être un truc qui devait être réglé en 12 minutes. Mais ça a pris 12 ans avant que l'hôpital soit condamné à verser des dommages à intérêt à vie à Bernadette Adams et son mari pour qu'elle puisse mensuellement s'occuper de lui. Et là, les deux anesthésistes ont été condamnés à 1 mois de prison avec sursis pour blessure involontaire et à 800 € d'amende. Bon, c'est pas très cher payé, mais bon. Voilà, de toute façon, c'est pas ça qui va le réveiller, donc ça ne change rien. En tout cas, 1 an après son accident, il est parti en rééducation dans un centre et ça s'est très mal passé puisqu'il a perdu énormément de poids puisqu'il ne mangeait pas. Et ils ont voulu l'intuber, il avait des escarres partout, il se dégradait et donc elle a dit non écoutez c'est trop, on n'a plus de tuyaux, moi je veux plus voir de tuyaux, je veux plus voir de fil, je vais le prendre chez moi et m'en occuper. Et c'est ce qu'elle a fait, malgré le fait qu'entre temps en plus elle a reçu un courrier de la sécurité sociale lui disant clairement que écoutez nous on va plus prendre votre mari en charge, débrouillez-vous. Voilà ce que la Sécu lui a dit. Malgré ça, elle s'en occupe 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec l'aide de kinés, d'infirmières pour le laver, le nourrir, l'habiller, le lever, le faire bouger pour ne pas qu'il ait des escarres. Il mange de tout à condition que ce soit mixé. Donc voilà, c'est comme si en fait le coma, l'accident n'avait pas eu d'emprise sur lui parce que bon, il avait quand même 34 ans quand ça s'est passé. Aujourd'hui, il en a 60, enfin, il va sur ses 72 ans, je crois. Oui, 48, oui, 72 ans. Et il n'a pas de rides. Il a juste quelques petits cheveux blancs. Il a le visage paisible. Il a une apparence normale. Il respire tout bien. Sauf qu'il n'a aucune réaction. Donc, comme elle dit sa femme, il est là sans être là. Et là, c'est fou parce que sa durée de vie dans le coma est plus longue que sa durée d'avant puisqu'il avait 34 ans et là ça fait 38 ans qu'il est dans le coma. Mais malgré ça, sa femme elle garde espoir. Elle est partie à Lourdes faire des pèlerinages. Elle a vu des guérisseurs, des médiums, même des voyants. Mais il n'y a pas eu de grands résultats. En tout cas, c'est une femme très courageuse. C'est admirable. Vous imaginez vous occuper de votre mari pendant 38 ans sans qu'il ait aucune réaction. Et elle est avec lui 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Elle se prend seulement 1 semaine de vacances par an pour aller voir ses petits-enfants. Parce que maintenant, elle a 4 petits-enfants. Il y en a un qui s'appelle Lucas qui a 22 ans, Lénie qui a 14 ans, Noah qui a 11 ans et qui joue au foot en plus, qui est attaquant. Et Mila qui a 6 ans et qui viennent souvent voir leur grand-père, donc Jean-Pierre Adams. Ils sont très attachés à lui, ils lui parlent, etc. Et voilà. Lui, il aimait déjà beaucoup les enfants, il aurait été vraiment heureux de voir ses petits-enfants. J'espère qu'il sent, j'espère qu'il les entend, même s'il réagit pas. Enfin voilà, pour l'histoire de Jean-Pierre Adams. Et en plus de ça, il y a plusieurs gymnases et plusieurs stades qui portent son nom comme s'il était mort. C'est des hommages qui font quand même plaisir. Mais voilà, j'espère qu'un jour il se réveillera. Je pense qu'il sera quand même assez déconnecté. Je sais pas comment ça peut se passer si vous vous réveillez 38 ans après. Mais voilà. J'espère que vous avez aimé. En tout cas, n'hésitez pas à commenter, à partager et à vous abonner. En attendant, prenez soin de vous. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bisous, bisous.